Je retire ce que j'ai dit Charlus d'une voix aiguë et maniérée. Vous êtes un puits de science. Vous me l'écrirez, n'est-ce pas? Je veux garder cela dans mes archives de famille, puisque ma bisaïeule au 3e degré était la sœur de Monsieur le Prince. Oui, mais baron, sur le prince Louis de Baden, je ne vois rien. Du reste, je crois qu'en général, l'art militaire, quelle bêtise! À cette époque-là, Vendôme, Villars, le prince Eugène, le prince de Conti, et si je vous parlais de tous nos héros du Tonkin, du Maroc, et je parle des vraiment sublimes et pieux et nouvelles générations, je vous étonnerais bien. Ah, j'en aurais à apprendre aux gens qui font des enquêtes sur la nouvelle génération, qui a rejeté les vaines complications de ses aînés, dit M. Bourget. J'ai un petit ami là-bas, dont on parle beaucoup, qui a fait des choses admirables. Mais enfin, je ne veux pas être méchant. Revenons au XVIIe siècle. Vous savez que Saint-Simon, dit du maréchal d'Uxelles, entre tant d'autres, voluptueuse en débauche grecque, dont il ne prenait pas la peine de se cacher, et accrochait de jeunes officiers qui la domestiquaient, outre de jeunes valets très bien faits, et cela sans voile, à l'armée et à Strasbourg. Vous avez probablement lu les lettres de Madame. Les hommes ne l'appelaient que Putana. Elle en parle assez clairement. Et elle était à bonne source pour savoir avec son mari. C'est un personnage si intéressant que Madame, dit M. de Charlus. On pourrait faire, d'après elle, la synthèse lyrique de la femme d'une tante. D'abord, aux masses. Généralement, la femme d'une tante est un homme. C'est ce qui lui rend si facile de lui faire des enfants. Puis Madame ne parle pas des vices de monsieur, mais elle parle sans cesse de ce même vice chez les autres, en personnes renseignées, et par ce pli que nous avons d'aimer à trouver dans les familles des autres les mêmes tares dont nous souffrons dans la nôtre, pour nous prouver à nous-mêmes que cela n'a rien d'exceptionnel ni de déshonorant. Je vous disais que cela a été tout le temps comme cela. Cependant, le nôtre se distingue tout spécialement à ce point de vue. Et malgré les exemples que j'empruntais au XVIIe siècle, si mon grand aïeul François de la Rochefoucauld vivait de notre temps, il pourrait en dire, avec plus de raison encore que du sien, voyons Brichot, aidez-moi. Les vices sont de tous les temps, mais si des personnes que tout le monde connaît avaient paru dans les premiers siècles, parlerait-on présentement des prostitutions d'Héliogabale, que tout le monde connaît, me plaît beaucoup. Je vois que mon sagace parent connaissait le boniment de ses plus célèbres contemporains, comme je connais celui des miens. Mais des gens comme cela, il n'y en a pas seulement davantage aujourd'hui. Ils ont aussi quelque chose de particulier. Je vis que M. de Charlus allait nous dire de quelle façon ce genre de mœurs avait évolué. Et pas un instant, pendant qu'il parlait, pendant que Brichot parlait, l'image plus ou moins consciente de mon chez-moi où m'attendait Albertine ne fut, associée au motif caressant et intime de Vinteuil, absente de moi. Je revenais sans cesse à Albertine, de même qu'il faudrait bien revenir effectivement auprès d'elle tout à l'heure, comme à une sorte de boulet auquel j'étais, d'une façon ou d'une autre, attachée, et qui m'empêchait de quitter Paris, et qui, en ce moment, pendant que du salon Verdurin, j'évoquais mon chez-moi, me le faisait sentir, non comme un espace vide, exaltant pour la personnalité, et un peu triste, mais comme rempli, semblable en cela à l'hôtel de Balbec un certain soir, par cette présence qui n'en bougeait pas, qui durait là-bas pour moi, et qu'au moment que je voudrais, j'étais sûre de retrouver. L'insistance avec laquelle M. de Charlus revenait toujours sur le sujet, à l'égard duquel d'ailleurs son intelligence, toujours exercée dans le même sens, possédait une certaine pénétration, avait quelque chose d'assez complexement pénible. Il était raseur, comme un savant qui ne voit rien au-delà de sa spécialité. Agaçant comme un renseigné qui tire vanité des secrets qu'il détient et brûle de divulguer. Antipathique comme ceux qui, dès qu'il s'agit de leurs défauts, s'épanouissent sans s'apercevoir qu'ils déplaisent. Assujetti comme un maniaque et irrésistiblement imprudent comme un coupable. Ces caractéristiques, qui dans certains moments devenaient aussi saisissantes que celles qui marquent un fou ou un criminel, m'apportaient d'ailleurs un certain apaisement. Car leur faisant subir la transposition nécessaire pour pouvoir tirer d'elle des déductions à l'égal d'Albertine, et me rappelant l'attitude de celle-ci avec Saint-Loup, avec moi, je me disais, si pénible que fût pour moi l'un de ces souvenirs, et si mélancolique l'autre, je me disais qu'il semblait exclure le genre de déformation si accusée, de spécialisation forcément exclusive, semblait-il, qui se dégageait avec tant de force de la conversation comme de la personne de M. de Charlus.